Bonjour tout le monde, bienvenue à cette session de formation qui fait un peu suite à nos dernières formations qui étaient les techniques de base sur l'étanchéité, surtout en hydraulique pneumatique. On a parlé à ceux qui ont vu les dernières vidéos, on parlait un petit peu de comment ça fonctionne des joints. On a parlé des critères de base, on a parlé des formes de joints, on a parlé très peu des matériaux. Donc aujourd'hui, le complément de ce qui a été fait dans la première présentation, c'est réellement faire une présentation un petit peu plus un peu plus grande au niveau des matériaux. Comprendre les termes, comprendre les familles, comprendre ça marche, comment ça marche. Puis on va voir que ce qu'on a parlé dans la première session, le matériau va tout de suite pouvoir être importé dans vos têtes, dans ce qui a été dit avant, une fois qu'on aura fait ça. Alors, c'est marqué bienvenue, welcome, willkommen pour n'importe quoi, en tout cas, benvenuto. Alors, voilà. Le bon choix de matériaux, c'est la clé de votre succès. La qualité du matériel, puis le choix, la bonne sélection pour la bonne utilisation, c'est primordial. On peut aller avec la bonne technique en partant. Si le matériel ne suit pas, vous n'aurez pas la performance escomptée. Donc, on va regarder un petit peu le bon choix. Qu'est-ce que c'est dans le choix de matériaux? Vous allez voir qu'il y a de la redondance, là. Moi, j'ai un petit peu un dada sur les choses très importantes que vous allez voir tantôt, qu'on a vu dans la première présentation. On choisit son matériau selon les critères suivants. Je pense que sur l'ancienne présentation, des techniques de base, j'ai dû vous casser les oreilles. Puis vu que c'est sur PowerPoint aussi, casser la vue. Sur ces choses, j'ai à la place marqué température, pression, fluide, puis application. Parce que vous étiez fatigué de l'entendre, j'ai changé, mais finalement, on dit la même chose. On choisit selon les limites de température de votre utilisation. Donc, le matériel que vous allez acheter, que vous allez vous procurer, il faut qu'il soit efficace au minimum de combien, au maximum de combien. Très important d'être capable de délimiter parce que dans une même famille de matériaux, on peut avoir des variances. Certains matériaux vont aller à des températures plus froides, d'autres vont aller à des températures moins chaudes que d'autres parce que c'est un petit peu le mélange de gâteau. Et en parlant de gâteau, vous allez voir souvent dans la présentation des matériaux, pour ceux qui sont des vieux anglophones, je vais faire un peu ma Julia Child, là, les recettes à la télévision. Puis pour les plus modernes, je vais faire quoi? Un Ricardo Larrivée de moi-même, là, quelque chose de même. Il y aura des références à de la nourriture parce que il y a des mélanges de matériaux, la façon que les matériaux réagissent. Fait que peut-être à la fin du vidéo, vous aurez le goût d'aller vous chercher une sandwich, peut-être, ou un morceau de gâteau. Qui sait? Bon. Donc, on parlait des limites de température. La gamme de pression. La gamme de pression, souvent dans les matériaux, c'est basé sur la dureté du matériel. Plus le matériau est dur, plus il va pouvoir résister aux pressions qui poussent dessus pour le faire sortir de son logement. Plus le matériel est mou, moins il y a besoin de pression pour bien réagir. Donc, ce n'est pas le cas de plus fort, ça ne casse pas. Souvent, des matériaux trop durs, ils n'étanchent pas bien. Puis on parle qu'on est quand même au niveau du groupe Sealing Solutions, joint d'étanchéité. Alors, il faut qu'on choisisse le bon. Les produits chimiques et contaminants en contact avec le matériau. Souvent, on parle au fluide de procédé. Donc, je pompe de l'acide, je pompe des produits à base de pétrole. Il faut aussi penser, je nettoie mes équipements avec ça, ou je réchauffe mes équipements avec de la vapeur. C'est toutes des choses, tous les produits et toutes les choses qui se seront en contact avec le matériau. L'utilisation anticipée. Alors, on parle d'utilisation
vous allez être obligé d'installer vos joints. Si un matériau est trop dur, qui est difficile à installer, puis que vous faites une production, vous allez trouver que vous passez, qu'il y a beaucoup d'heures de perdu à installer un matériau qui est trop dur. Des fois, ça peut être sa durabilité, sa longévité sur une tablette, parce que des fois, vous allez acheter 2 morceaux, un pour utilisation tout de suite, l'autre pour qui sait, quand le premier va briser, dans 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, est-ce que le deuxième sur tablette sera toujours bon? Alors, votre utilisation anticipée. Quelqu'un qui est sur une ligne de production et qui en passe beaucoup, c'est moins un problème. Quelqu'un qui est en atelier de réparation et qui se garde toujours des pièces d'avance, peut-être. Et la durée de vie souhaitée. Il y a des matériaux qui sont à l'épreuve des balles qui coûtent cher, il y a des matériaux qui coûtent pas cher et puis qui durent pas longtemps, mais la durée de vie de votre équipement, peut-être que votre joint c'est une utilisation unique, puis quand le test est fini, vous le mettez au vidange de toute façon. Donc c'est toutes des choses qui est important de regarder ces critères, puis de faire votre évaluation de comment bien choisir. Finalement, ce qu'on essaie de vous dire, c'est on donne des guides, puis c'est à vous à les étudier, puis bien choisir selon votre application. Ici, on parle de limite de pression. On a parlé tantôt, là, à quoi les pressions? Bien, il y a des chartes qui sont disponibles. Et puis là-dessus, encore, on va faire une petite parenthèse. Si vous lisez le titre, les limites de pression recommandées pour les composés de joints Parker, on a pris cette charte de Parker, pas parce qu'on veut vous faire la promotion d'une marque plus qu'une autre, c'est juste qu'on a trouvé que la charte, elle est jolie, n'est-ce pas? 3 couleurs, gris, bleu, rouge, n'est-ce pas? C'est bien, mais ça vous donne une idée que selon les matériaux qu'on choisit, on va être capable d'aller chercher des pressions différentes. Ces outils sont disponibles pour vous, sont disponibles, je pense, sur le web pour la plupart, sans ça chez votre fournisseur de joints disponible dans des catalogues, tout ça, mais c'est des données qui sont facilement disponibles. Puis ici, on va voir, exemple, des élastomères, on va voir des polyuréthanes, on va voir des plastiques, on va voir des nylons, on va voir des PTFE. On parlera de ça un peu aujourd'hui, c'est quoi ces familles-là. Mais les chartes sont facilement disponibles pour que vous ayez une idée. En niveau pression, ça bien sûr c'est une charte à l'américaine, c'est des pressions en livres par pouce carré, en PSI, mais ça vous donne une idée qu'est-ce qui résiste à quoi. Bon, là on s'amuse, là, on va parler cuisine un petit peu. On va parler cuisine, on va parler circulation. Finalement, c'est comme un matin à la radio. Là, on parlera pas de sport, là. De toute façon, quand on fait ça à Montréal, on n'a pas grand-chose d'heureux à quoi de parler des sports. On ne parle pas de sport. Okay. Mais on va parler de différentes familles. On va parler, je pense que je vais m'avancer d'une, on va sortir les grands termes, les grandes lignes, puis on va revenir à ça, qui est... Probablement, ça a été fait par un élève, la maternelle vient de commencer, là. Fait que, charte de maternelle, mais on vous l'expliquera après. Ou bien c'est l'écriture d'un médecin, je ne sais pas, là, sur une prescription, ça ressemble à ça. On va regarder les grandes familles de matériaux. On va vous donner certains termes, puis parce que chacune de ces familles a ses avantages et ses désavantages. Dans l'étanchéité hydraulique pneumatique, qui est le grand de nos intérêts, on parle beaucoup de thermodurcissable et de PTFE. On verra tantôt, le PTFE, c'est nom de commerce du Teflon. Okay? Fait qu'on va regarder de ces grandes familles. Un thermodurcissable, ça, c'est un grand mot pour, en général, c'est ce qu'on appelle les caoutchoucs. Les caoutchoucs vulcanisés. En anglais, puis je vous donne les termes en anglais parce que vous allez voir souvent dans certains catalogues, ils vont appeler ça thermoset. Set voulant dire pris dans. J'aime pas le terme thermodurcissable, j'aimerais plutôt appeler ça des thermodurcis. Parce qu'ils sont durcissables à l'usine, mais quand ils arrivent ici en entrepôt, qu'on les vend, ils sont thermodurcis. Mais de leur naissance, ils sont thermodurcissables.
Un thermodurcissable, c'est un matériel qui est mélangé à l'état brut, qui est moulé, vulcanisé, puis une fois que c'est fait, la réaction, elle est irréversible. Ouais, on ne peut plus rien faire avec elle. Thermoplastique, c'est, on pourrait même appeler ça des plastiques en général, des nylons, des ABS, etc. Les thermoplastiques qui sont différents, parce que les thermoplastiques, comme tout plastique, vous pouvez y mettre de la chaleur, vous pouvez le souder, vous pouvez le plier, vous pouvez faire des choses que vous ne pouvez pas faire avec les thermodurcissables. Les thermoplastiques, parce qu'ils sont durs, on en voit moins souvent en étanchéité, mais on les voit conjointement avec d'autres pièces. On parle de fibres, qui sont souvent des toiles, qui sont utilisées comme renforcement, ou dans certaines applications, dans les vieilles garnitures mécaniques, ces gugus-là, qui sont faites avec des fibres qu'on appelle de la tresse mécanique ou de la garniture mécanique, que je ne vous parlerai pas aujourd'hui, parce que ça fera l'objet d'une autre présentation vidéo, mais c'est ça. Tiens, goodbye. Et les PTFE, qui sont théoriquement dans la famille des thermoplastiques, mais le PTFE, dans ce qui nous intéresse au niveau étanchéité, il y a des caractéristiques qui vont réellement au-delà de ce qu'un thermoplastique peut faire, donc c'est pour ça qu'on l'a séparé. Et un qu'on n'a pas mis là-dessus parce qu'il y en a très peu, mais on va le voir tantôt, on va parler de quelques exceptions où on peut utiliser du métal, des métaux. Bon, on revient en arrière sur nos dessins de maternelle, comme ça. Là, on va faire la différence entre un thermoplastique et un thermodurcissable. Les thermoplastiques, nous avons ici, un thermoplastique, c'est des filaments ou c'est des structures moléculaires qui sont linéaires et qui sont souvent un peu parallèles l'une à l'autre. Donc, elles ne se rejoignent pas. Comme on voit ici, là, il y a une branche qui est ici, mais une autre branche qui part, puis une autre branche toute seule, puis deux autres branches, mais elles sont toutes un peu parallèles l'une à l'autre. Un thermodurcissable, on fait c'est un matériel qui est réticulé. OK? Puis, réticulé, c'est un grand mot. Hein? Puis moi, quand je parle de réticulé, je regarde toujours mes ongles. Je pense toujours à des cuticules. Des cuticules puis des réticules, c'est pas la même famille. OK? Les cuticules, là, c'est la petite peau que vous ramassez. La réticule ou la réticulation, ce que les Anglais appellent du cross-link, c'est qu'on vient faire des ponts. On fait des ponts sur nos thermoplastiques. Vous voyez des ponts ici, on connecte. Puis quand on fait une réticulation, ça nous donne toute la flexibilité. Là, j'ai un caoutchouc qui vient tout de suite, là, parce que la réticulation fait que ça lui donne de la mémoire, la résilience. C'est ces ponts qui permettent d'avoir cette flexibilité. Tandis que si je prends un morceau de téflon ici, même de petite taille, si je le plie, là, il reste plié. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette réticulation qui le permet d'avoir son élasticité, sa flexibilité. Alors, c'est une des grosses différences. Et d'ailleurs, allez vous dire qu'il y a une question de circulation, comme imaginons que ce sont des routes, c'est des boulevards. Okay? Boulevard, je m'en vais sur boulevard B, là, puis boulevard B, je veux m'en aller à cette branche ici, là, ben, la prochaine sortie est bien loin. J'en vois pas de sortie parce que les lignes sont parallèles. Une fois qu'il est réticulé, j'ai des ponts ici, des ponts là. T'sais, imaginez, vous avez manqué votre sortie ici, la prochaine, ben loin, tandis qu'ici, hop, on tourne, on revient. Donc, en roulant, si vous avez des sorties partout, puis des viaducs partout, des entrées et des sorties d'autoroute, vous êtes très flexible dans l'itinéraire que vous voulez prendre. Si vous prenez des grandes autoroutes qui n'ont jamais de sortie, là, puis que vous manquez votre sortie, votre sortie n'est pas très flexible. L'analogie n'est pas parfaite, mais ça donne une idée. Puis on regarde
des plastomères, des plastiques qui n'ont pas de liaison croisée, ben, chaque fil est indépendant. Quand j'ai des liaisons croisées, ben, c'est ça. On vient croiser ici, puis c'est ça qui nous donne la flexibilité. Fait que c'est ça qui arrive avec les chaînes polymériques. Puis si on vient sur des élastomères, ben, des élastomères, c'est basé sur des monomères qui sont des structures organiques à une, comment on peut dire, à un matériau, puis des polymères ou des plastomères, ben, on les mélange avec d'autres choses. Donc des élastomères, c'est des polymères mélangés, des plastiques, c'est des polymères mélangés, il y a un petit peu toutes sortes, là. Alors, pour revenir à notre Ricardo Larrivé, à notre cours de cuisine, ben, quand on fait des plastomères, des élastomères, des thermoplastiques, des thermodurcissables, on les donne des grands noms. On vous donne un gâteau au chocolat, mais il n'y a pas juste du chocolat dans votre gâteau au chocolat. Puis vous pouvez le modifier avec toutes sortes. On y reviendra sur le gâteau au chocolat. Mais c'est la même chose avec nos polymères. Des fois, ils nous disent, ah, ça c'est du nylon. Oui, mais c'est pas un matériel qui s'appelle nylon. C'est des PA, des PE, des polyéthylènes. Ça peut être toutes sortes de choses, là. Puis en général, on a tendance à dire ouais, c'est un plastique, c'est dur, c'est noir, ça doit être du nylon. T'sais, tout est du nylon. Dans le temps, tous les caoutchoucs, c'était du néoprène ou du silicone. Fait que tout ça pour dire que c'est des mélanges. Puis ce qui fait la beauté de ce qui est vendable, de ce qui est achetable, de ce qui est disponible sur le marché, c'est qu'il y a beaucoup d'exceptions, il y a beaucoup de mélanges. On va prendre une famille, tu sais, je suis sûr que mon gâteau au chocolat va être différent de celui de votre belle-mère. Pourtant, c'est les deux des gâteaux au chocolat, mais on a notre recette qui nous appartient, puis on a chacun le meilleur gâteau au chocolat au monde, là, mais ils sont différents. Ils n'ont pas les mêmes ingrédients, ils n'ont pas le même goût, ils n'ont pas la même structure, ils n'ont pas, je sais pas. Un est plus moelleux que l'autre, un est plus goûteux que l'autre, un a bien plus de calories que l'autre. Fait que c'est la même chose, on peut faire tout ça. Bon, on continue. Donc, les élastomères font partie de la famille des thermodurcissables. Donc, ce sont des polymères qui ont été réticulés, donc qui ont cette chaîne qui se connecte avec des petits ponts un peu tout partout pour lui donner de la flexibilité. Okay? Puis ça, c'est important sur les caoutchoucs et les polyuréthanes qu'on verra tantôt, qui font partie des thermodurcissables. Très important, on ne peut plus les transformer une fois la vulcanisation terminée. Si vous avez des enfants, je suis sûr que vous avez une boîte quelque part avec de la pâte à modeler. Pâte à modeler, on fait une étoile, on fait un serpent, on fait un dinosaure, puis quand ça ne marche pas, là, on fait une boule. Puis on fait quelque chose d'autre avec. Puis souvent, beaucoup de plastique, on les refond, on fait d'autres choses avec. On les plie, on les soude, on les étire, on ne peut pas faire ça avec des thermodurcissables. Les thermodurcissables, une fois que la vulcanisation est faite, vous pouvez les coller avec une colle industrielle, mais vous ne pouvez pas les fondre, vous ne pouvez pas les souder. On a ce qui s'appelle du collage à chaud, puis tout le monde dit que c'est de la vulcanisation. C'est pas de la vraie vulcanisation, c'est un apport de colle, puis on les tient. Mais tu sais, souvent on dit, ouais, mais tu peux pas les fondre. Non, on peut plus rien faire. Puis vous avez beau prendre votre râpe à fromage à la maison, puis arriver avec votre caoutchouc thermodurcissable, vous avez beau le râper puis faire de la poudre, là, vous ne ferez rien avec la poudre, le matériel. Okay? Il a déjà été vulcanisé. Donc, on ne peut plus les transformer une fois la vulcanisation terminée. Et leur dureté est mesurée sur l'échelle Shore A, généralement entre les valeurs de 40 à 90. Les plastiques et les caoutchoucs sont mesurés sur une échelle Shore, nommée après un métallurgiste américain du début
du 20e siècle, je crois, qui s'appelait M. Ferdinand Shore, qui a sorti une échelle pour être capable de grader la dureté des différents matériaux, qu'ils soient plastiques ou élastomères. Il y a les deux grandes familles qu'on va voir dans cette présentation, c'est le Shore A, qui fait en général les caoutchoucs, les Shore D, qui fait les plastiques. Puis les échelles ne se rejoignent pas. Il faut avoir des chartes pour savoir. Plus le chiffre est haut, plus le matériel est dur. Puis il n'y a pas juste Shore A, Shore D, il y a 8 autres sous-sections des Shore, mais pour ce qui nous intéresse, quand on voit ces valeurs 40-90 dans les thermodurcissables, c'est l'échelle Shore A. Si vous faites de la métallurgie, l'échelle Shore pour les caoutchoucs et les plastiques, c'est votre équivalence au Rockwell C, ou au Brinell, ou au Webster pour l'aluminium. C'est des échelles de dureté ou de duromètre. Okay? Fait que bien important, les thermodurcissables là, sont flexibles parce que le polymère a été réticulé. Okay? Mais une fois que c'est fait, goodbye. C'est ça. Si on va dans les exemples, ben, c'est les caoutchoucs qu'on va retrouver dans nos catalogues habituels. Le nitrile, qui est aussi appelé Buna N. C'est une longue histoire, mais souvent on appelle ça du Buna, parce que le Buna, c'est l'abréviation de butadiène et de sodium, qui était le Na pour le sodium, parce que dans le temps, les joints étaient vulcanisés dans du sodium, ils ne le sont plus aujourd'hui. Mais ils ont gardé le terme Buna. Le vrai terme, c'est du nitrile, ou si on veut réellement être fancy, c'est de l'acrylonitrile. Nitrile. Fluorocarbone, pour les adeptes des caoutchoucs, en général, les gens ne savent pas c'est quoi du fluorocarbone, mais on leur sort une marque de commerce, on dit ça, là, c'est du Viton. Ah, du Viton, je connais ça, du Viton. Matériel haute performance, on verra tantôt. Des EPDM, des éthylènepropylènes, des silicones, des polyuréthanes. Ça, c'est des exemples. Il y en a d'autres, mais on a pris ceux-là. Les thermoplastiques, en opposition avec les thermodurcissables, sont des polymères, encore on parle de polymères, qui deviennent malléables ou moulables à une température élevée et qui se solidifient lors de leur refroidissement. Ils ont, voulant dire que je suis capable de faire d'autres choses avec. Je suis capable de les chauffer, je suis capable de les souder, je suis capable de les fondre puis de refaire quelque chose d'autre avec. J'ai de la transformation dans les thermoplastiques, mais je n'ai pas de transformation possible dans les thermodurcissables. Okay? Sauf que, parce qu'ils n'ont pas été réticulés, ils n'ont pas cette facilité de faire ça. Okay? Je prends juste ma petite bague, ma petite rondelle d'épaulement, là, elle ne reprend pas sa forme, elle, parce qu'elle n'a pas été réticulée. Donc, poids moléculaire élevé, c'est une spécification ou un attribut du thermoplastique. Ben, je ne pense pas que ça dérange grand monde. C'est quoi le poids moléculaire? Bon, c'est juste un attribut, c'est pas plus. Mais ils peuvent être pliés, ils peuvent être soudés, ils peuvent être reformés une fois moulés. Donc, une transformation possible sur les thermoplastiques. Okay? Et leur dureté est mesurée sur l'échelle Shore D. L'échelle Shore D, c'est l'échelle des plastiques. L'échelle Shore A, c'est celle des caoutchoucs. Donc, quand on va tomber dans le Shore D, c'est du matériel qui est très dur. Okay? Donc, difficile à plier. C'est pour ça que des fois, on va les prendre et on va chauffer pour plier. Peut-être pas dans les joints d'étanchéité, mais même on a des bagues de Teflon qu'on aime chauffer pour pouvoir les étirer un peu, etc. L'échelle Shore D, généralement, entre les valeurs de 10 à 80, qui est dans le très dur. La Shore A, on parlait de 40 à 90. Ça n'a aucun rapport parce que les deux échelles sont différentes. Fait qu'il faut juste être sûr, quand vous voyez une échelle Shore, c'est-tu la A ou la D? Ça fait la différence. La A, c'est pour les élastomères. Le D, c'est pour les plastiques.
Ah oui, oui, des exemples. Le peuple veut des exemples. Nylon, du polyéthylène à haute densité moléculaire, les polyéthylènes, les polypropylènes, vos bouteilles de liqueur douce, vos jouets d'enfants, ABS, votre tuyauterie d'égout de maison, là, que vous pouvez même chauffer, scier, coller, plier, c'est tout ça. Fait que si on veut juste revenir, puis j'espère que tout le monde connaît Ricardo Larrivée, qui d'autre je pourrais utiliser comme exemple au Québec de chef cuisinier. En tout cas, le matin, vous levez, temps de partir travailler, de te presser, je vais me faire un sandwich œuf fromage. Un œuf doit avoir un terme générique. Vous ne voulez pas l'appeler un œuf McMuffin, non, mais genre, pas de viande. Là. Fait que vous allez cuire votre œuf. OK? Cassez l'œuf, vous allez faire un œuf frit dans la poêle, ou vous allez faire un œuf bouilli, ou vous allez faire un œuf poché si vous avez plus de facilité culinaire, de faire pocher votre œuf avec une cuillerée de vinaigre blanc dans l'eau qui frémit gentiment. OK? Puis une fois qu'il est cuit, votre œuf, là, ben, c'est un thermodurcissable. Votre œuf, là, vous ne ferez plus rien avec. Oui, vous allez le manger, j'espère. Ben, vous avez deux choix. Vous allez le manger ou vous allez le mettre au vidange, vous allez manquer votre coup. Mais vous avez beau le réchauffer, ça ne changera rien. Vous avez beau le râper puis le faire fondre, ça ne marchera pas. Il est thermodurcissable, comme vous dites. J'aime pas appeler ça un thermodurcissable, j'aimerais appeler ça un thermodurci. Parce que votre œuf, quand il est cuit, là, il n'est pas thermodurcissable, il est thermodurci. En tout cas. Mais votre fromage, lui, que vous avez fait fondre là, par-dessus, ben, lui, c'est un thermoplastique. D'ailleurs, il y a certains fromages qu'on achète, là. On se demande s'il y a des produits laitiers dedans, si ce n'est pas juste à base de plastique, parce que vous pouvez le faire fondre, puis vous pouvez le faire refroidir, puis vous pouvez le refaire fondre après, puis une fois qu'il a été refroidi, vous pouvez le congeler, vous pouvez le râper de nouveau. Puis une fois qu'il a été râpé, vous pouvez le refondre, faire d'autres choses. T'sais. Citoyen suisse que je suis, de la vieille fondue au fromage, on la recycle, on fait d'autres choses. Donc, ma fondue au fromage, elle, c'est un thermoplastique. Votre fromage dans votre œuf, c'est un thermoplastique. Tandis que l'œuf, c'est un thermodurcissable. Je ne sais pas si l'exemple est une bonne analogie. C'est la mienne. Puis, fait que vous penserez à ça demain matin, à 6h30 du matin, belle poêle, thermodurcissable, thermoplastique, voilà. Et on fait une bonne sandwich. Hein? Bon! Assez de folie, on continue. Thermoplastique n'ont aucune résilience ni conformité aux surfaces. Pourquoi on a écrit ça? C'est parce que souvent on va dire, oh, les thermoplastiques, là, ils sont plus durs, donc ils vont mieux résister aux pressions. Donc, on va tous mettre des thermoplastiques dans nos unités, comme ça. Si on a une surpression du système, ils ne sortiront pas de leur logement, ils ne vont pas extruder. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de résilience et pas de conformité aux surfaces. Maintenant, je présume que vous avez peut-être vu la présentation précédente, on parlait un petit peu des techniques de base, puis on disait, c'est quoi un joint d'étanchéité? Une bonne étanchéité égale une bonne résilience. Voulant dire, quand j'ai un matériel que je peux plier, que je peux tourner, comme je fais ça, là, puis qui va reprendre sa forme, bien, il a une bonne résilience, il va bien coller ses parois. Donc, quand le fluide va venir, quand la pression va venir, le joint, parce qu'il est résilient, il va bien se placer, puis il va toujours donner une bonne étanchéité. Tandis que le thermoplastique, remarquez qu'il n'a pas pris sa forme depuis que je l'ai plié. OK? Fait que s'il faut qu'il prenne sa forme dans un système, quand le fluide va venir pressuriser, ça va passer tout droit, il n'y a rien pour l'arrêter, il n'a pas pris sa forme. OK? Donc, thermoplastique, autant qu'on les aime, ils sont durs, puis c'est quoi le vieux dicton québécois? On dit plus fort, ça casse pas. Ouais, mais plus fort, des fois, ça fuit tout le temps, puis c'est pas ça qu'on veut. Fait que c'est juste un pensez-y bien. Ça ne veut pas dire que le thermoplastique, c'est pas un bon matériel. Il faut l'utiliser à bon escient, à la bonne place.
OK? Donc, pas de résilience, pas de conformité aux surfaces. Lorsqu'utilisés en étanchéité, ils ont besoin d'un élément de pré-contrainte généralement à base d'élastomère. Donc, pour aider mon thermoplastique à prendre sa forme, je prends un thermodurcissable que je vais placer en arrière, parce que qu'est-ce qu'il y a, le thermodurcissable, lui? Ah, il y a de la résilience, il y a de la mémoire, parce que quand on a fait de la réticulation, ça y a donné de la flexibilité. Donc, cette flexibilité, il va aider le thermoplastique qui est en avant de le pousser à sa place. Un exemple, j'ai un segment en 2 morceaux, ici. Ça, c'est une bague en nylon, donc ça, c'est mon fromage, c'est un thermoplastique. Il dure un peu, mon fromage. Ça doit être du parmesan, il est bien dur. Puis en dessous, je mets une bague en thermodurcissable pour aller en dessous du thermoplastique. Comme ça, quand je serai en compression, ben, la bague en dessous va créer, une fois quand elle est compressée par le sandwich, on allait parler cuisine, entre le sandwich, la bague, parce qu'elle a de la résilience, elle va toujours pousser pour créer cette ligne d'étanchéité. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'ils n'ont pas de résilience et pas de conformité aux surfaces, on ne peut pas s'en servir. Il faut s'en servir avec quelque chose pour l'aider. Donc, on se sert des bonnes caractéristiques du thermodurcissable pour aider les mauvaises caractéristiques du thermoplastique. Ou vice-versa, si on le regardait en résistance aux pressions ou à l'usure, on va protéger le thermodurcissable qui résiste pas si bien que ça aux pressions ni à l'usure en y mettant un thermoplastique par-dessus. Fait que dans un sens ou l'autre, il se complète. Mais tout seul, c'est très difficile d'utiliser des thermoplastiques tout seul en étanchéité, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de résilience puis pas de conformité aux surfaces. Et je vous dis, en étanchéité hydraulique, surtout hydraulique, peut-être moins pneumatique, mais en hydraulique, il y a, je pense que quasiment tous les vérins aujourd'hui sont étanchés avec des thermoplastiques. Mais si vous défaites ça, vous allez voir qu'il y a toujours un thermodurcissable. Vous savez, hein, c'est comme tous les hommes forts là, qui se pensent bien bons, là, puis quand on analyse tous les hommes qui se pensent bien bons, ben, il y a toujours une épouse, une blonde en arrière là, qui aide que tout aille bien, n'est-ce pas? Fait que, je sais pas. C'est parce qu'on filme et je suis en présence de gens féminines. Alors, je ne sais pas si on pourrait dire que dans tout homme qui se pense bon, qui se pense un thermoplastique, là, il y a une madame ou une demoiselle thermodurcissable en arrière qui se contente, je sais pas. Je pense, OK, on va parler d'autre chose, là. Là, on dérape. OK. Alors, on dit habituellement utiliser, donc, le thermoplastique comme auxiliaire à l'étanchéité, contre-joint, segment de guidage, élément anti-extrusion. L'élément anti-extrusion, il n'étanche pas, il est parfait en thermoplastique. Le contre-joint, il n'étanche pas, il protège, il est excellent en thermoplastique. Puis le segment de guidage, dépendant où il est placé, s'il étanche en même temps, comme le cas qu'on vous a montré, bien là, j'ai besoin d'un thermodurcissable en arrière. Fait que c'est les grands termes. Fait que, juste, quand vous allez prendre un catalogue de joints qui est à 90% de ce qui est disponible sur le marché ou sur le web sera probablement publié en anglais. Un thermodurcissable dans les caoutchoucs, en anglais, ils appellent ça thermoset, voulant dire set qui est pris, voulant dire qu'on ne peut plus rien faire. Thermoset elastomer. Thermoset, c'est les thermodurcissables. En mauvais français, c'est les caoutchoucs. Dans cette famille-là. Voilà. Donc là c'est long, hein? Mais c'est bien important parce que souvent, on a cette mauvaise idée de toujours mettre plus dur, plus dur, plus dur, plus dur. Là. Puis le problème, c'est quand on va dur, ben, on n'a plus de résilience, on n'a plus de conformité. Donc, on en a parlé dans la session précédente. Je tiens à le réitérer, parce que c'est la clé du succès. Fibre textile, ah, j'adore ça. Ce sont des substances filamenteuses
qui peuvent être filés ou tissés. Okay? En bon québécois, on appelle ça de la guenille. Okay? On a beaucoup de produits parce qu'on veut les aider à résister aux pressions, qu'on va rajouter des toiles dedans. La toile en elle-même, là, elle ne peut pas étancher. Vous n'allez pas essayer d'étancher quelque chose avec une vieille chemise, avec un vieux t-shirt, parce que c'est poreux. Okay? Mais vous pouvez vous en servir pour aider à quelque chose. Donc, on va souvent renforcer des pièces en mettant des toiles. On a souvent des caoutchoucs qui sont chargés de toiles, des guides qui sont chargés de polyester. C'est généralement utilisé comme renfort au thermodoucissable ou au thermoplastique. Et puis, bien sûr, à venir, dans un avenir peut-être pas aussi rapproché qu'on le voudrait, là, mais on a toute la série des fibres, des substances filamenteuses qui peuvent être filées ou tissées ou dans ce cas-ci tressées, qui vont servir dans les pompes, dans les soupapes industrielles, un petit peu en dehors du domaine de l'hydraulique et du pneumatique. Donc ça, c'est nos fibres. Puis souvent, les fibres du coton, les fibres de verre, du polyester, c'est toutes des fibres que vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez les filer. Vous pouvez vous acheter du coton ou du polyester, puis vous pouvez filer ça sur le rouet de votre grand-mère qui est au sous-sol ou dans votre garage, je ne sais pas si vous avez gardé ça. Ou vous pouvez, ou vous pouvez aussi les tisser. Peut-être vous pouvez aller dans le même garage puis prendre le métier à tisser de vos aïeuls puis vous faire de la toile. Mais c'est ça. C'est finalement, c'est comme dans les... Pour faire un drap, une couverture, une chemise, on prend des fils ou des substances filamenteuses, on les file, on les tisse, puis une fois qu'on a la toile, on sert de la toile pour renforcer un petit peu ceux qui ont des vieilles voitures. Je suis sûr que c'est plus comme ça que ça se fait aujourd'hui, mais vu mon âge vénérable, on réparait nos autos dans le temps avec de la toile de fibre de verre. On prenait la toile pour faire le fond, pour renforcer, puis après ça, on badigeonnait de résine pour, la fibre, la toile, elle servait comme pour retenir, pour donner de la force à tout ça, puis après ça, on mettait de la résine. Bref, ça n'a pas changé. Les fibres sont coton utilisé pour renforcer des caoutchoucs homogènes, exemple, des garnitures en V, des cuvettes. On met dans le caoutchouc, on met une toile pour le rendre plus raide. Fibres de verre et polyester sont utilisés avec des résines, le phénol, le polyester, l'époxy, souvent pour faire des choses comme tout simplement des guides sur des pistons, des guides sur des tiges, des bagues centreuses. Okay? Les fibres sont également utilisées dans la fabrication de garnitures mécaniques avec un ajout lubrifiant. Ce que je disais, la garniture mécanique, c'est ce bidule-là. Et on ne s'éternise pas là-dessus aujourd'hui, c'est tout un autre sujet pour un autre jour. On continue. La famille des PTFE. Okay? Le PTFE, c'est quoi? C'est un thermoplastique de la famille des polymères d'éthylène. OK? Thermoplastique, on n'a pas vu ça il y a quelques minutes. T'sais, on a vu ça, thermoplastique. Ouais, mais pourquoi tu le mets séparé? Oui, c'est parce que c'est un thermoplastique spécial, des propriétés assez uniques en son genre. Bien sûr, tout le monde va reconnaître si on dit du téflon. Ouais, sauf qu'on ne peut pas l'appeler du téflon parce que la résine de base qui s'appelle téflon avec le petit TM au bout, qui veut dire marque de commerce, pour avoir le droit de l'utiliser, il faut acheter sa résine de base de la compagnie Dupont, qui est le propriétaire de la marque. Et si on ne l'achète pas de Dupont, il y a d'autres gens qui font de la résine de PTFE. Du PTFE, c'est polytétrafluoroéthylène. D'ailleurs, je voulais vous apporter quelque chose, puis dans le feu de l'action, j'ai eu de la misère. J'étais déjà en mode cuisine pour vous expliquer
les sandwichs fromage, puis, etc., puis les gâteaux au chocolat. Je voulais emmener un tube de dentifrice aussi. Ce tube de dentifrice, si vous allez lire dessus, souvent, vous allez voir contient du fluor. Ah. Ou des fois, vous allez sur des débats municipaux dans vos villes. Est-ce qu'on va mettre du fluor dans l'eau de la ville ou on n'en mettra pas? C'est quoi du fluor? Ben, le fluor, c'est un gaz qui est sur votre table des éléments, qui est dans la même famille des halogènes avec le chlore, avec... je ne ferai pas une leçon de chimie de secondaire 4, là, parce que c'est trop vieux pour vous. Le fluor, il a cette propriété. Quand vous voyez fluor dans un matériel, le fluor, il augmente la résistance chimique. Du fluor, ça rend les choses un petit peu plus chimiquement inertes. Okay? Donc, quand on met du fluor dans l'eau, quand on met du fluor dans la pâte à dents, c'est quand on la met sur les dents, là, ce qui reste, ça donne une protection chimique un peu plus grande à votre émail et ses dents, ou dans l'eau que vous allez voir. C'est pour ça que les villes trouvent que c'est bon d'en rajouter, c'est parce que ça aide au niveau de la santé publique. Le fluor dans nos joints, ça aide un petit peu à la santé publique des joints. Plus que j'ai de fluor dans un matériel, plus j'ai de protection. Puis pas tous les élastomères peuvent accepter du fluor dans leur composition. Mais PTFE, donc le F, c'est le fluor. Puis un PTFE, c'est un plastique. D'ailleurs, ça c'est du PTFE. Donc, est-ce un thermodurcissable ou un thermoplastique? À voir de sa forme, là, il y a pas mal de thermoplastique, là, il n'a toujours pas bougé. Okay? Le téflon en général, là, puis j'utilisais le terme téflon avec, je devrais toujours dire le PTFE. On l'utilise pour quoi? Il y a des caractéristiques spéciales suivantes. Puis c'est pour ça qu'on a pris la famille des PTFE, même si c'est un thermoplastique, puis que je l'ai enlevé du groupe des thermoplastiques pour lui donner une famille à lui, à elle, une famille, lui, à lui tout seul, OK? Parce qu'il y a ces caractéristiques spéciales suivantes. Un, c'est chimiquement inerte. Là, vous pouvez prendre, vous en posterez une, si vous voulez en avoir une, faites le test à la maison. C'est chimiquement inerte. Si vous avez une bouteille d'acide sulfurique, amusez-vous, mettez les dents, il ne bougera pas. Si vous avez, si dans votre pharmacie, il y a il y a de l'acétone, mais nous on appelait ça du Cutex dans le temps. C'était le dilutif de vernis à ongles, qui est une base d'acétone. Donc les acétones, les méthyléthylacétones, toute cette famille des solvants polaires, là, très très agressifs. Vous pouvez le mettre dedans, ça ne bougera pas. Vous pouvez le mettre dans l'essence, vous pouvez le mettre dans le dilutif à peinture, vous pouvez le mettre dans... J'allais dire, la seule chose qui va le bouffer, c'est peut-être la Coors Light. Non, j'ai rien dit. OK? Mais chimiquement inerte. Donc, on l'aime parce qu'on n'a pas à se casser la tête. Bien, j'ai un ester de phosphate, j'ai un polyolester, j'ai une huile à base de jus de chic, de goudron, de n'importe quoi. C'est chimiquement inerte. On ne se casse pas la tête quand on utilise du PTFE. Gamme étendue de température d'utilisation. Donc, on part dans le plus froid, dans le cryogénique, qui est les gaz liquides. Donc, quand on descend l'oxygène ou l'azote à des températures liquides, il résiste. Puis, on peut le monter à peu près jusqu'à 260. Si on pousse la machine, 275 degrés C, ou mettons 550 degrés F. Donc, dans la plupart des utilisations industrielles, ça nous donne une superbe de belle plage. Okay? Donc, chimiquement inerte, très grande étendue de température d'utilisation et un bas coefficient de friction. Justement, quand vous allez tester la différence entre un thermoplastique et un thermodurcissable, vous allez sortir votre poêlonne pour cuire votre œuf,
puis vous allez sortir votre belle poêlonne qui dit « Hey, c'est une poêlonne au Teflon. » C'est quoi l'avantage de la poêlonne au Teflon? Votre œuf, il ne colle pas dedans. Pourquoi? Parce que le recouvrement de Teflon, bas coefficient de friction, il n'y a rien qui colle. OK? C'est souvent des gens qui vont se mettre dans le trouble, puis quand ils sont confrontés, ils s'en sortent toujours très bien, là. En anglais, ils vont l'appeler, c'est le kit de Teflon, le Teflon kit, il n'y a rien qui y colle. La fenêtre cassée, puis le verre de jus renversé, c'est jamais lui, il n'y a rien qui colle, c'est pas de sa faute. L'autre qui est un petit peu plus rustre, c'est, on dit, tes vendeurs sont bons, hein? Ils vont résoudre tous les problèmes. Oui, ils sont bien équipés, ils ont des sous-vêtements en Teflon. Fait que quand ils font chauffer derrière, ils sont capables de prendre, parce qu'ils sont équipés en Teflon, parce qu'il y a une grande température, ils sont capables de la prendre après. Bon, donc, chimiquement inerte, bonne température, bas coefficient de friction, les PTFE, pas de problème, n'est-ce pas? Mais, il y a juste un petit problème, c'est que c'est un thermoplastique. Qu'est-ce qu'on a dit des thermoplastiques? C'est quoi leur gros défaut? C'est parce que c'est des plastiques qui ne sont pas réticulés, donc j'ai pas de mémoire, donc je vais perdre beaucoup au niveau conformité aux surfaces. Les PTFE, c'est quoi leur problème? PTFE à l'état vierge, en général, les PTFE à l'état vierge vont être de couleur blanche, général, beige. Je pourrais quasiment vous dire tout le temps. Là. Ça a de mauvaises propriétés mécaniques. Quand on dit de mauvaises propriétés mécaniques, du PTFE à l'état vierge, c'est un gros problème. Premièrement, ça on l'a vu, quand on plie, il reste plié, il n'y a pas de résilience. L'autre chose, c'est que c'est un matériel qui flue. Puis on se fait attention sur le terme flux. Là. Si vous le prenez à l'anglaise, puis on dit flou, non, c'est pas la COVID. OK? Puis les gens qui disent qu'ils ont le flux, des fois, ils ont des problèmes gastriques, c'est pas ça non plus. Le fluage, c'est quand j'applique une pression sur une pièce, elle reste pas, le matériel fuit la pression. Ça veut dire que je suis capable d'écraser un morceau de PTFE, et puis il va s'en aller. Je peux continuer à l'écraser, il va toujours partir plus loin. Donc, c'est pas bon pour un joint d'étanchéité. Moi, je veux qu'il reste à sa place. Okay? Donc, il y a des mauvaises propriétés mécaniques. Il est dur, mais il n'y a pas de mémoire, puis il y a du fluage. Il y a besoin d'agents de remplissage pour pallier à cette lacune. Un agent de remplissage, on va le voir, est commun. Exemple, on va bourrer ce matériel-là avec de la poudre de fibre de verre, ou des fibres courtes, ou de la poudre de carbone, de la poudre de bronze, du graphite. C'est des agents de renforcissement selon qu'est-ce qu'on cherche comme... c'est sûr que la poudre de bronze va vous donner une durabilité beaucoup plus grande, parce que même si le PTFE a un faible coefficient de friction, il y a un taux d'usure assez rapide sur du frottement dynamique. Fait qu'on va le charger de bronze. S'il y a de la pression qui a tendance à vouloir le faire sortir de son logement, ce qu'on appelle de l'extrusion, on va le bourrer de fibres de verre ou de poudre de carbone, qui sont des matériaux qui vont lui donner beaucoup de rigidité. Le graphite va nous donner une meilleure diffusion de la température du frottement à très long terme, même si on dit que le PTFE a déjà un coefficient de friction très très faible, il y en a encore moins quand on met du graphite dedans. Fait ce qui est important à regarder là-dedans, c'est le désavantage, c'est ses propriétés mécaniques. OK? PTFE sont souvent utilisés comme joint dynamique, soit côté piston ou tige. Donc, on parle des inconvénients, puis vous allez dire, c'est drôle, hein? Mais tu en utilises partout. Ah oui? Oui, on utilise partout. On utilise beaucoup, beaucoup de PTFE.
Mais, vu leur état sous forme de thermoplastique, ils ont besoin d'un élément de précontrainte habituellement en élastomère pour bien faire leur travail. Ça, on en a parlé tantôt. Pas différent que notre segment, lui qui était un thermoplastique, ben, ça va être la même chose avec un PTFE. Si je m'en sers comme une bague pour l'utiliser, elle, pour ses bonnes propriétés, bien, je vais être obligé, parce que c'est un thermoplastique, d'y mettre un thermodurcissable en dessous. Okay? Ils ont besoin d'un élément de précontrainte, habituellement en élastomère, pour bien faire le travail. Fait, autant le PTFE, il y a tout un paquet d'avantages. Il faut se mettre dans la tête, le PTFE, c'est dans la famille des thermoplastiques. Les thermoplastiques, ils étanchent pas bien parce qu'ils sont durs, parce qu'ils n'ont pas de résilience. Donc, il faut que j'amène de l'aide. Puis de l'aide, on va le chercher où? Dans la famille des thermodurcissables, parce qu'eux, ils ont été réticulés, donc je les plie, ils ont de la résilience, ils ont du ressort, etc. Alors ça, c'est pour nos PTFE. Donc, on a regardé les familles des thermodurcissables, la famille des thermoplastiques, on a regardé la famille des fibres et la famille des PTFE. Et il nous en reste une, qui est les métaux. Puis les métaux, c'est assez rare. Je veux dire, il y a quelques applications. Utilisés lorsqu'une grande force ou durabilité est requise. Et ils doivent être fabriqués, ça c'est réellement une lapalissade, une vérité de Lapalisse, et non de la police, une vérité de Lapalisse, qui dit qu'ils doivent être faits de matériaux moins durs que la surface adjacente sur laquelle ils vont opérer. Normal, si ton matériel est plus dur que ta surface, bien, il va la briser tout de suite. Okay? Où est-ce qu'on les retrouve? Par exemple, des fois on a des segments qui vont sur des pistons, ça étanche surtout pas très bien. Pourquoi? Parce que plus c'est dur, moins j'ai de résilience, j'ai du métal. Puis en général, du métal, on a dit qu'on veut des matériaux plus mous. Okay? Sauf que j'ai des endroits où si je ne mets pas ces matériaux-là, je n'ai pas d'autres matériaux pour les plus techniques. Quand j'ai un joint qui doit passer pressurisé sur une entrée d'huile, de vérin, tous les autres matériaux thermoplastiques, thermodurcissables, ils vont tous se faire arracher en passant par-dessus l'entrée d'huile qui est pressurisée. Je suis obligé de mettre des matériaux durs comme de la fonte. Malgré que certains thermoplastiques vont pouvoir faire le travail aussi. Okay? Et durabilité. Exemple, je vous donne j'aime toujours cet exemple-là, c'est toujours... je ne suis pas très original après 40 quelques années dans le domaine, donc vous me pardonnerez. Mais exemple, dans l'hydroélectricité, dans la fabrication de turbines, une turbine qui est installée dans le fin fond d'un puits avec un alternateur de plusieurs centaines de tonnes par-dessus, personne n'a le goût de devoir tout de faire ça à court terme. Et que souvent, les gens vont mettre des joints en métaux qui vont durer pour 45, ils ne vont jamais briser, jamais user, ils vont être moins efficaces, mais la durabilité, quand on a besoin de 30, 40, 50 ans sans intervention, des fois on va se tourner à ça. Okay? Puis les métaux qu'on va voir en joint d'étanchéité, des segments de bronze, des segments de laiton, de la fonte grise, de la fonte ductile, qui sont en général plus mous que de l'acier ou d'autres choses. Pas souvent, mais c'est juste bon de savoir que ça existe.